Bonjour à tous, je sais que vous êtes extrêmement nombreux. Ici, il y a 3 autres amphis qui sont déjà remplis. C'est dire, messieurs, si vos interventions sont attendues. 2 chantres de la mondialisation à côté de moi, un manga de la mondialisation, je ne peux pas résister à faire ce mauvais jeu de mots. Carlos Ghosn, président de Renault-Nissan, et Pascal Lamy, qui a été commissaire européen, bien sûr, et puis qui a dirigé pendant près de 10 ans l'Organisation mondiale du commerce. J'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y aura un débat, parce que vous êtes tous les deux, vous êtes pour la mondialisation, mais en même temps, cette mondialisation, elle évolue extrêmement vite. Il y a la question du travail, et puis il y a surtout cette transformation numérique qui est en train de rebattre complètement les cartes. Ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On aura à peu près 3 grandes parties. La première partie qui me paraît importante pour fixer le cadre, justement, c'est quelle mondialisation, quelles sont les grandes tendances de demain. Pas la peine de regarder derrière nous, on va regarder devant nous. Qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les grandes tendances de la mondialisation? Carlos Ghosn, c'est à vous. Merci. D'abord, vous avez dit quelque chose pour ou contre la mondialisation. C'est pas qu'on est pour ou contre, c'est un fait. Soit on l'accompagne, soit on ne l'accompagne pas, et ça a des conséquences. Donc, on est forcément devant une réalité, et pour un chef d'entreprise, il faut faire avec cette réalité. C'est pas une question de j'aime pas, je suis favorable, pas favorable. C'est une évolution, elle est inéluctable, et on va dans ce sens-là. Alors, quelles sont les tendances que l'on voit dans la mondialisation à partir de maintenant? D'abord, il y a une explosion technologique qui est en cours et qui n'a pas de frontières. Vous avez des tas de pays émergents qui sont en train de préparer des endroits dans lesquels les start-up, les évolutions technologiques sont en train de se faire. D'ailleurs, je vous signale que de plus en plus, vous aurez des batailles, plus tellement pour avoir des usines, mais pour avoir des centres techniques, voire des centres de développement. Ça, c'est une première tendance. Une deuxième tendance qui est importante, c'est qu'on parle actuellement des pays émergents. Les pays émergents, certains nombre d'entre eux, notamment la Russie et le Brésil, passent par un moment difficile. Ça ne remet, à mon avis, pas du tout en cause le fait que ce seront des acteurs très importants dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait que ces pays, le développement dans ces pays-là ne sont pas linéaires, c'est plutôt des sinusoïdes avec tendance élevée, forte. Donc nous aurons des hauts et des bas, mais il n'y a absolument aucun doute, dans tous les cas en ce qui nous concerne, que ça va être un centre de développement extrêmement important. La frontière entre pays producteurs, pays consommateurs, tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que comme les entreprises ont tendance plutôt à être producteurs très proches de leurs consommateurs, vous allez avoir des pays émergents avec des développements économiques qui vont en même temps voir ou ne pas voir d'ailleurs, un développement industriel qui va être concomitant avec le développement des marchés. Voilà un certain nombre de tendances que nous verrons dans l'avenir. Une dernière, et je m'en arrête là, c'est-à-dire que l'innovation que nous voyons devant nous, enfin qui a été le cas au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations. Si vous prenez un produit comme la voiture, regardez la voiture il y a 10 ans, la voiture d'aujourd'hui, le nombre de fonctionnalités qu'il y a dans la voiture aujourd'hui par rapport à 10 ans, c'est assez remarquable. Alors les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'on vit au jour le jour. Par contre, si vous faites un flashback il y a 10 ans, vous regardez la voiture que vous aviez il y a 10 ans, à condition que ce ne soit pas la même évidemment, et que vous regardez celle que vous achetez aujourd'hui, c'est le nombre, eh bien, ce que vous avez vu depuis 10 ans, eh bien, vous mettez une exponentielle et vous pouvez projeter la voiture qui arrive dans 10 ans. Et ça, vous allez le voir sur les services et sur les produits. Dans 10 ans ou dans 5 ans, est-ce que ça ne va pas, justement, cette courbe exponentielle, elle n'est pas en train de s'accélérer d'une manière très forte? Oui, enfin, je dirais, elle va s'accélérer, donc je dirais que probablement sur les 2 prochaines ou 3 prochaines années, vous allez voir autant de changements que vous en avez vu sur 10 ans. Mais si vous projetez à 10 ans, c'est une transformation totale à laquelle nous allons assister. Donc, juste pour bien comprendre, cette mondialisation, par rapport aux 10 dernières années, vous la voyez comment dans les 10 prochaines années, elle est encore beaucoup plus vite. Plus rapide, technologique, décentralisée, de plus en plus d'initiatives privées. Les produits vont être beaucoup plus enrichis qu'ils ne le sont actuellement. Les services vont être beaucoup plus enrichis. Ce qu'il faut sur cette période, c'est beaucoup plus se concentrer sur les travailleurs
les employés, les collègues, etc., pour s'assurer qu'ils ont les moyens de s'adapter à ce qui vient. C'est-à-dire qu'il faut plus se préoccuper des travailleurs que du travail. Le travail, il va changer, il va exploser, il y a des tas de métiers qui vont disparaître. Donc, et ça, on le sait, je veux dire, on peut lutter, résister, retarder, bien sûr, mais c'est une bataille perdue. Il faut laisser filer le travail, puisque dans tous les cas, il va évoluer sous la pression des marchés et de l'innovation, mais par contre, se préoccuper des travailleurs, c'est-à-dire s'assurer qu'ils seront adaptés et qui pourront accompagner ce changement. Ça, c'est un point très important. On y reviendra dans la deuxième partie peut-être de ce débat, puisque ça s'appelle travail et mondialisation. Pascal Lamy, est-ce que vous partagez cette accélération de la mondialisation que vient de nous décrire Carlos Ghosn? Oui, en gros, oui. Le sens général, c'est celui d'une accélération de ce processus. Il y a en gros ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Ce que nous savons sur les 20 à 30 ans qui viennent, c'est que la population mondiale va augmenter de 2 milliards de personnes et que la classe moyenne mondiale va augmenter de 2 milliards de personnes. Il y a 3 milliards de personnes dans la classe moyenne aujourd'hui, il y en aura 5 milliards en 2030, les 2 milliards de plus venant 1 milliard en Asie et un petit milliard entre l'Amérique latine et l'Afrique. Ça, on sait. On sait, et Carlos Ghosn vient de le dire, on sait que la technologie va continuer à bouleverser les systèmes de production. Et ça va s'accélérer, compte tenu du déplacement rapide de la frontière technologique. Et on sait aussi que, à ce processus qu'on connaît au fond assez bien depuis le XIXe siècle, va s'ajouter quelque chose de nouveau qui est la frontière entre l'homme et la machine qui est en train de bouger. Hein, les machines intelligentes, ça bouleverse énormément de choses, notamment sur le plan éthique. On sait que ce moteur technologique va continuer à intégrer les processus de production de biens, de services dans le monde, et que les économies, et notamment grâce au numérique, mais aussi pour des tas d'autres raisons, sont en train de se servicifier. Hein, c'est-à-dire une boîte comme Renault, je ne pense pas que Carlos Ghosn me détrompera, c'était une grosse industrie il y a 50 ans, maintenant c'est une grande entreprise de services, et dans 20 ans ce sera encore plus ça, avec effectivement des unités de production industrielle. Bon. Ce qu'on sait, c'est que ce système continue à endommager notre environnement. Il y a une limite là, dans laquelle on n'est pas très loin. Ce qu'on sait, c'est que ce système, parce qu'il devient de plus en plus complexe, devient de plus en plus fragile. Et ce qu'on sait aussi, je crois, c'est que la question sociale se pose au XXIe siècle dans les mêmes termes qu'au XIXe. De ce point de vue-là, rien n'a changé. On est toujours dans un système où certains ont besoin de vendre leur travail pour vivre et d'autres achètent ou non le travail en question. Ça ne change pas, c'est un problème politique fondamental. Ce qu'on ne sait pas très bien, ou pas du tout, c'est quand et où les crises vont se produire. On sait que les crises vont se produire. On est à peu près capable maintenant d'établir la probabilité d'une crise dans le système financier, dans les systèmes énergétiques, dans la cybersécurité. Et on sait aussi à peu près évaluer l'impact d'une telle crise, mais on ne connaît pas les conditions de la survenance. Et vous avez un calendrier sur notamment la crise financière? Non, mais je veux dire, voilà, toutes les grandes maisons multinationales, vous demandez aux grands réassureurs qui emploient des centaines de mathématiciens à faire des modèles de copulation divers et variés entre des risques divers et variés, eh bien, on sait rechercher. Mais évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça va se produire. On sait que la probabilité que ça se produise s'étend, et si ça se produit, ça va avoir tel impact, mais on ne sait pas si ça va se produire ou non. Bon. Et sur quoi ça va déboucher? Et puis surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est comment et si les systèmes humains, les systèmes sociopolitiques, les communautés humaines, sont capables ou non, à quelle vitesse et dans quelles conditions, d'assimiler, de maîtriser, de gouverner ces changements. Là, on a un gros point d'interrogation. On peut intuiter que cette globalisation excite dans l'esprit humain un certain nombre de pulsions identitaires. On le sait. Je crois que ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années va dans ce sens-là. Mais disons, le monde dont vient de parler Carlos Ghosn et dont je viens de parler, c'est un monde de raison.
C'est un monde où la science fait des progrès parce que la connaissance s'approfondit, parce que l'initiative se prend, parce que Ça, maintenant, c'est 2 dans et les 2, livres, ça c'est fait dans les livres. 2 et 2, ça fait 4 partout dans le monde. Il y a un autre monde, qui est Ouais. celui des pulsions, des passions, l'amour, la haine, la mort. Et cette partie-là, elle n'est pas prévisible. Bon. Et donc, en gros, c'est, si vous voulez, la question de fond, et je n'ai pas, moi, de réponse très claire à ça, c'est est-ce que c'est la géoéconomie et sa rationalité, y compris technologique, qui va prédominer, ou est-ce que c'est la géopolitique avec ses passions et ses pulsions? Et je pense que cette question reste ouverte, et sur le plan philosophique, ça n'est pas désagréable qu'elle reste ouverte, parce que ça veut dire que c'est entre nos mains. Jolie conclusion. Pulsion, je ne vais pas vous demander vos pulsions, Carlos Ghosn. La deuxième partie peut-être qui est intéressante, justement, qui va prolonger ce que vous avez dit, Pascal Lamy, ce que vous avez dit tout à l'heure, Carlos Ghosn, c'est dire qu'il faut plus s'occuper du travailleur que du travail. Est-ce que le facteur travail va considérablement être modifié, et donc modifier, par exemple, les choix de localisation et vos choix stratégiques, puisque vous êtes un industriel? Oui. Quand je dis qu'il faut plus se préoccuper du travailleur que du travail, évidemment, nous passons du temps à rationaliser le travail. Oui. Dans une industrie, le travail tel qu'il existe aujourd'hui, nous passons du temps parce qu'il faut être plus productif, il faut être compétitif. Ceci étant dit, de temps en temps, il faut aussi abandonner des pans entiers d'activité quand il y a des transformations technologiques. Ça ne sert à rien de résister à ces transformations technologiques, surtout quand ces transformations technologiques ont un minimum de légitimité, qu'on arrive à montrer que la tendance est irrémédiable. Donc, il y a d'un côté la rationalisation du travail qui doit continuer, le travail existant, il ne faut pas l'abandonner, hein, je suis là, mais en même temps, il faut savoir de temps en temps lâcher des secteurs entiers, lâcher, c'est-à-dire laisser les fournisseurs le faire alors que vous le faisiez vous-même, ou à la limite, le fournisseur ne le fait plus lui-même, il le sous-traite à l'extérieur jusqu'à ce que ce travail disparaisse. Par contre, ce que je pense très important, c'est dans les choix, vous dites dans les choix stratégiques, quelle est l'importance du facteur travail? Dans notre cas, alors j'accepte que dans d'autres secteurs, ça puisse être différent. Nos choix, le premier choix, c'est un choix qui est essentiellement basé sur la régionalisation. C'est-à-dire que finalement, on veut de plus en plus, pour des tas de facteurs, produire là où la consommation a lieu. Et là, pour ça, vous choisissez une région. Par exemple, nous voulons développer des produits, nous avons besoin de plus de capacité de production en Amérique du Nord. On dit, voilà, il faut placer une usine en Amérique du Nord. C'est fini, produire au Japon, exporter aux États-Unis, produire en Europe, c'est fini. On peut le faire pour des périodes limitées, mais là, de plus en plus, si vous voulez vous prémunir contre les évolutions des taux de change, les problèmes de libre commerce, etc., il faut produire localement. Alors, quand vous produisez localement, vous faites ce choix indépendamment du facteur travail. Par contre, une fois que vous avez choisi votre région, vous dites, voilà, j'ai besoin d'une usine en Amérique du Nord, là, vous avez le choix entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Alors là, le facteur travail devient très important. C'est-à-dire, vous allez dire, dans quel pays ou dans quelle ville ou dans quel État vous avez le plus d'éléments qui vous permettent d'être compétitif. Donc le facteur travail, ce n'est pas un facteur de sélection, c'est un facteur de décision. C'est celui qui, sur le fond, va vous dire, si vous choisissez par exemple une usine en Europe, est-ce que je choisis d'être installé en France, en Espagne ou en Allemagne? Est-ce que ça veut dire dans ces cas-là que vous choisissez... Vous pourriez choisir la France. Comment vous faites pour dans le facteur choisir? Travail. Non, mais dans le facteur travail. Non, mais dans le facteur travail, il y a beaucoup de choses. Il y a la présence, il y a la disponibilité de ressources humaines. Hein, c'est le premier facteur. Hein. Si vous allez installer un centre technique, il faut quand même que vous ayez un minimum d'ingénieurs. Il faut que vous ayez un minimum d'ingénieurs dans la formation que vous voulez. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un minimum de flexibilité à l'embauche, de rapidité. Il faut que vous ayez un certain nombre d'éléments qui vous permettent, selon votre industrie, de vous adapter aux exigences de votre industrie. Donc là, ça prend multiforme. Mais je pense que le facteur travail est très important dans la décision. Juste avant de passer la parole à Pascal Lamy, vous parliez de transformation numérique, donc le travail, il évolue énormément. Donc les choix aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des mêmes personnes, en plus, puisque la voiture, elle change complètement, que ce soit la voiture électrique, vous avez moins besoin peut-être d'ouvriers pour construire la voiture, vous avez besoin de plus d'ingénieurs. Donc là aussi, c'est un facteur de ou de délocalisation. Bien sûr. Non, mais vous voyez, vous demandiez un exemple. Aujourd'hui, vous avez plus besoin de motoristes
qui soient spécialisés dans les moteurs électriques que de motoristes qui soient spécialisés dans les moteurs à essence. Ça ne veut pas dire que les moteurs à essence ne vont pas continuer à évoluer, mais quand vous embauchez des ingénieurs, le quota de ceux qui sont capables de faire évoluer les moteurs électriques va augmenter. Donc vous avez un certain nombre, ce ne sont pas des transformations radicales, elles seront d'autant moins radicales que vous arrivez à les anticiper. Pascal Lamy, est-ce que donc le facteur travail, c'est peut-être la nouvelle clé de la mondialisation, cette nouvelle phase de mondialisation qu'on a devant nous? Oui, c'est vrai au plan économique, ça a été vrai, ça reste vrai, et ça va continuer. Et je me souviens, il y a quelques années, ici à Aix, où je suis parfois conçu, un peu comme vous venez de le dire, Edwige, comme un apôtre de la mondialisation, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais quand on disait ici, il y a 6 ans, les salaires chinois vont augmenter de 15% par an, tout le monde disait, voilà encore un qui rêve d'une mondialisation béate. Ça n'est pas la mondialisation béate, c'est ce qui se passe pour des raisons économiques. Donc il y a le travail comme, vient de le dire Carlos Ghosn, comme facteur de production. Ça, c'est une approche économique. Mais il y a une autre approche du travail, qui est une approche politique. C'est celle-là qui fait problème. On en revient au fait qu'il y a des gens qui disposent d'un capital pour acheter du travail, et il y a des gens qui ont besoin de travailler pour bouffer et faire vivre leur famille. Et ça, cette chose-là, elle reste au cœur du système. Elle reste au cœur du système et elle ouvre des débats, des options. Si le syndicat des chauffeurs de taxi était intelligent, la transition avec Uber pourrait s'envisager, se négocier. Quand les machines textiles se sont mécanisées, il y a une partie du mouvement ouvrier qui a dit qu'il faut casser les machines. C'est ce que font les chauffeurs de taxi. Il y a une autre partie du mouvement ouvrier qui a dit « Attendez, c'est peut-être pas très intelligent, parce que finalement, si on s'y prend bien, on va peut-être pouvoir en profiter, à condition d'établir un rapport de force. » Et donc, là, il y a un problème d'organisation politique. Pourquoi est-ce que c'est en Europe du Nord et en Allemagne que ce genre de transition se fait mieux qu'ailleurs? Parce qu'il y a un mouvement syndical fort qui est capable de parler au nom de ce rapport de force et de passer des compromis. Et cette chose-là, la mondialisation ne le change pas. Elle va simplement, par endroits, le rendre encore plus important et faire, à mon avis, dans l'avenir, encore plus de différence entre les pays qui savent faire ça, c'est-à-dire qui savent intégrer à la Polanyi l'économie et la société dans des rapports de force politiques et sociaux, et ceux qui ne savent pas le faire. Et disons, parmi ceux qui ne savent pas le faire très bien, il n'y a pas besoin de regarder trop loin. Si on regarde notre continent, on voit bien que cette réalité fondamentale, elle est toujours là, et que ça reste, à mon avis, une priorité. Carlos Ghosn, vous vouliez compléter ce que dit Pascal Lamy, en tous les cas. C'était sur Uber, peut-être? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Pascal dit. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple quelque chose qui est dans l'actualité, qui est les chauffeurs de taxi vis-à-vis d'Uber. Bon, compte tenu de l'évolution technologique, avec le développement des voitures autonomes, avec le développement à terme des voitures sans chauffeur, moi je peux vous dire déjà, dans 20 ans, il n'y aura plus de taxis. Enfin, il n'y aura plus personne dans les taxis. C'est-à-dire, ce seront des voitures qui seront... Ben oui, donc je dirais, mais c'est une réalité, puisqu'on... Alors, ce qu'on contrôle, nous, c'est l'évolution technologique. Maintenant, l'acceptation de cette évolution technologique, ben, elle mettra un peu plus de temps. Aujourd'hui, le développement technologique se fait plus vite que l'acceptation de ce développement technologique. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui limite le développement des voitures autonomes ou des voitures sans conducteur, c'est le régulateur. Aujourd'hui, quand vous conduisez une voiture, vous n'avez pas le droit d'enlever les mains du volant. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de détourner les yeux de la route. Vous êtes obligé, si vous voulez conduire légalement, les mains sur le volant, les yeux sur la route. Alors, de là à faire accepter une réglementation, ça c'est les voitures autonomes. Vous enlevez vos mains du volant, vous pouvez regarder à droite, à gauche, vous pouvez consulter votre ordinateur. Donc ça va prendre du temps. Or, aujourd'hui, techniquement, dans 4 ans, nous serons prêts pour ça. Dans un délai de 10 ans, les voitures sans conducteur seront techniquement prêtes. Est-ce que celui qui fait les réglementations va autoriser des voitures sans conducteur? C'est une autre affaire. Mais il va y avoir une pression entre, d'un côté, le développement technologique qui est en train de s'accélérer, et l'évolution et l'acceptation sociale. Sauf que l'acceptation sociale est aussi soumise à compétition.
Si vous allez aux États-Unis et que vous avez des voitures sans conducteur, etc., et que vous arrivez en Europe et vous n'en avez pas, il va y avoir une pression de la part des consommateurs, des entreprises. Donc, si vous voulez, il y a aussi compétition sur le plan social. Oui, et puis, ce que disait Pascal Lamy en disant qu'il y a aussi une approche politique, parce que le politique, il a quand même son mot à dire, on le voit bien. Oui. Justement, ça veut peut-être faire le lien avec cette dernière partie, c'est faut que ça passe vite, le temps, on a envie de continuer et de rentrer plus dans les détails. Vous regardez l'Europe, vous regardez la France, par rapport à ce que vous avez dit, messieurs, quels sont peut-être les impératifs ou recommandations, les défis que vous voyez? On peut peut-être commencer par l'Europe, sans forcément rentrer trop dans la Grèce, parce qu'elle l'a mis, mais et après la France, parce qu'on vous attend tous, il y a beaucoup de choses sur la table, lesquelles on prend en priorité. Je vais répondre à vos deux questions à la fois. L'Europe traîne, et la France traîne en Europe. Si vous regardez, je pense que Carlos Ghosn doit avoir à peu près les mêmes chiffres que moi, les perspectives de croissance dans 10 ans, c'est 5% les émergents, y compris l'Afrique, qui est un continent en pré-émergence, c'est 3% les États-Unis, et c'est 1,5% l'Europe. Hein, c'est ça qui nous attend si on ne fait rien pour changer ça, ce qui, à mon avis d'ailleurs, est un problème grave pour l'Europe, parce que 1,5% de croissance, elle ne sait pas, comme on dit en belge, maintenir son modèle social. Et dans ce 1,5 européen, la France, elle est, comme elle est d'ailleurs depuis une quarantaine d'années, à la traîne, parce qu'un certain nombre de problèmes européens sont encore plus présents en France et que la France a ses propres particularités. Et donc, ça, c'est ce qui nous attend, sauf si nous faisons ce qu'il faut pour le changer. Oui, maintenant c'est bien, mais maintenant il faut vous mouiller, il faut y aller. Edwige Chevrillon, les bibliothèques sont pleines. Oui, de beaux discours. Non, et de rapports. De diagnostics, de modes d'emploi. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est plus un problème si vous voulez, c'est un problème de choix, d'options politiques et de vitesse de changement. Et là, je rejoins ce que vient de dire Carlos Ghosn. Nous changeons, nous, Français, trop lentement, et l'Europe change trop lentement par rapport au reste du monde. Il n'y a qu'à voir la place qu'elle a perdue à la frontière de la technologie sur les 30 dernières années. Ouais. Hein? Alors, nous avons nos propres valeurs, nous avons un mode de vie plus équilibré, nous avons une économie sociale de marché, une sensibilité environnementale, nous avons une plus grande intolérance aux inégalités qu'ailleurs. Donc, on a quelque chose qui est très attirant, y compris d'ailleurs pour l'ailleurs en question. Mais nous n'allons pas assez vite, nos systèmes politiques et économiques ne vont pas assez vite par rapport à un monde qui change à toute vitesse. Et en gros, parce que ce capitalisme de marché globalisé, qui est le système dans lequel nous vivons actuellement, accentue un certain nombre d'inégalités quand elles ne sont pas compensées à la suite des phénomènes de concurrence schumpeteriens qu'on devait évoquer, alors on risque la dégradation et la dérive. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé chez nous depuis 40 ans. Carlos Ghosn. Non, mais moi, je ne modifie rien à ce que Pascal a dit. Je voudrais juste rajouter 2 points. Je pense qu'en ce qui concerne l'Europe et particulièrement la France, il y a quand même un atout qu'on n'a pas encore totalement joué, qui est celui de l'initiative individuelle, de la qualité des entrepreneurs français et européens de manière générale. Et moi, c'est très simple. Nous avons un centre de recherche dans Silicon Valley où on est en train de capter tout ce que les startups américaines sont en train de faire. Le nombre d'ingénieurs français, d'entrepreneurs français qui sont dans Silicon Valley, c'est extraordinaire. Vous allez à Hong Kong, la plus grande population de Hong Kong aujourd'hui, elle n'est pas anglaise, elle est française. Donc vous avez partout des Français, des entrepreneurs qui sont en train de refaire et de participer à cette révolution. Il faut plus miser là-dessus. Ça, c'est un atout. Deuxième atout, je pense que ce dont on a besoin en Europe, c'est plus d'initiatives et plus d'accords signés entre les différentes parties, entreprises, syndicats, associations, etc., et moins d'État. C'est-à-dire qu'il semble qu'à chaque fois qu'il y a un problème, boum, on met ça au niveau de l'État en disant ils vont résoudre le problème. Non, ça n'arrive pas. Ou quand ils le résolvent, souvent la solution n'est pas à la hauteur des espérances. Il faut plus compter sur initiatives privées,
associations. Nous avons signé un accord de compétitivité. Oui, c'est ça. Nous avons signé un accord de compétitivité avec tous les syndicats de Renault. Eh bien, depuis 3 ans, Renault travaille dans le consensus parce que nous avons mis sur la table tout ce qui préoccupait les partenaires sociaux, tout ce dont l'entreprise avait besoin. Nous avons abouti à un accord et tout le monde travaille dans la même direction. On a plus besoin de ça. Donc, en plus de ce qu'a dit Pascal, je pense qu'il faut laisser plus d'espace. Il faut vraiment, mais dans les faits, pas uniquement en parole, encourager l'initiative privée, l'entreprise privée. Les jeunes, ils n'attendent que ça. Et deuxièmement, plus d'accords. Est-ce que ça veut dire, par exemple, il y a une loi sur le dialogue social actuellement en discussion? Pour vous, il n'y a pas besoin d'une loi, ça doit se passer au niveau des entreprises. Et c'est toujours la même chose. Il y a besoin d'une loi pour discuter. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non mais, attendez. Rappelez-vous la devise de la première constitution française, le roi, la nation, la loi. En France, on a besoin d'une loi pour désétatiser les rapports sociaux. Et voilà, non mais je ne plaisante pas. Ça, c'est un problème de culture historique. Il faut sortir de cette culture-là dans laquelle l'histoire nous a mis. Et il faut avoir, je crois, la lucidité nécessaire pour le faire. Est-ce qu'il faut, là je suis un peu journaliste, je me prie de vous m'excuser, mais est-ce qu'il faut modifier le Code du travail? Est-ce que vous pensez qu'il faut changer le Code du travail en France? Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer peut-être le CDD ou le CDI, en tous les cas faire qu'un seul contrat pour que peut-être ça soit une forme de flexibilité? Rapidement, il nous reste peu de temps. Qui répond? Évidemment, oui. Dans mon cas, même si je ne mésestime pas les difficultés politiques que ça présente, et si il n'y a pas une réforme, il n'y a pas la flèche qui va faire qu'on va résoudre le problème. Des problèmes comme ça, on en a 55, il faut une approche globale, et il faut surtout un narratif politique qui porte notre pays vers la solution de ces problèmes et qui arrête, en gros, de maudire le reste de la planète pour les problèmes que nous connaissons. Et c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une réforme qui va faire ça, c'est une question d'approche globale, de culture, et je crois qu'il y a maintenant une certaine disponibilité, je n'en suis pas totalement sûr. Carlos Ghosn. Non, écoutez, moi je dis, laissons les choses telles qu'elles sont. Non, mais, non, parce que si vous voulez faire une loi pour modifier, laissons les choses telles qu'elles sont, mais lâchons l'initiative privée, lâchons les associations, lâchons les coopérations. Je pense qu'à chaque fois qu'on dit on a besoin de transformer et on a besoin de l'État, je parle de manière générale, en Europe, ce n'est pas un problème français. Je veux dire, si vous avez eu à traiter avec la communauté européenne, avec Bruxelles, vous vous rendez compte à quel point on n'est pas du tout en phase avec les évolutions qui ont lieu. Ça ne va pas suffisamment vite, ça n'est pas suffisamment flexible. Donc moi je dirais, si déjà on se concentrait, on lâchait l'initiative privée, les associations, et qu'on laissait eux-mêmes, on leur laissait l'espace pour traiter les problèmes, à mon avis ça irait beaucoup plus vite. Et la loi Macron, elle va dans le bon sens, dans ce sens-là? Oui, sans doute. Carlos Ghosn. À chaque fois que vous dites j'ai besoin d'une nouvelle loi pour modifier quelque chose, à la sagesse du législateur. Oui, bon. Merci beaucoup, messieurs. Toute dernière question, guerre des civilisations, est-ce qu'on est dedans? Ou guerre de civilisation, pour conclure? Puisqu'après tout, vous êtes des citoyens, qu'est-ce que vous en pensez? Expression qui a été utilisée par le Premier ministre, est-ce que pour vous c'est un sujet, et ça bouclera le sujet de la mondialisation? Écoutez, moi je ne sais pas s'il y a des guerres des civilisations, je pense qu'il y a un problème d'identité. Et ce problème, il est mondial. À chaque fois qu'il y a quelque part dans le monde des gens dont l'identité est ignorée, bafouée pendant un certain temps, il en ressort de la violence. Et ça ne trompe pas. Donc je dis, la mondialisation a un seul challenge important, au-delà des challenges de régulation sociale, c'est celui de comment peut-on être de plus en plus uniforme, comment peut-on converger et en même temps respecter les identités. Et ça, c'est un problème de fond. Comment peut-on respecter le fait que nous sommes différents et en même temps nous regardons dans la même direction? Et à chaque fois qu'on ignore les identités des uns et des autres, nous le payons cher. Un mot, Pascal Lamy. Et Non, après... la sémantique a son importance et le soin que le Premier ministre a apporté à expliquer qu'il n'avait pas parlé de guerre des civilisations, mais d'une guerre de civilisation. Tout ça est très très compliqué. Je pense qu'effectivement, nous avons sur cette planète des sagesses différentes, des cultures différentes, des histoires différentes, des philosophies différentes qu'il faut apprendre à cohabiter. Et le premier pas dans cette cohabitation, c'est une bien meilleure connaissance des autres sagesses que la nôtre. Mais il reste que
la plateforme idéologique du terrorisme islamique est une plateforme de valeurs. Ce au nom de quoi il tue, ce sont des valeurs. Et ce sont des valeurs qui sont contradictoires avec les nôtres. Et en ce sens, c'est effectivement un combat de valeurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous de votre écoute. Et puis on retrouvera des propos dans la déclaration demain.